C'est plus d'un siècle de présence en France, commerciale mais aussi industrielle pour Ford. Le directeur général de Ford France est l'invité Écho d'Europe Matin. Bonjour Louis-Carl Vignon. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Alors peut-être pour commencer, avant de parler de l'actualité, la carte de France de Ford, c'est quoi exactement? Que représente la France pour le groupe Ford? Alors pour Ford, la France est un pays important. Nous sommes, on va parler de Ford Europe en l'occurrence, nous sommes le 4e pays en Europe. La présence de Ford en France, c'est aujourd'hui 230 concessions, un réseau d'agents, donc vous savez ce maillage secondaire de 400 points de vente. On a 6000 personnes en France, entre les collaborateurs Ford France et le réseau qui travaille et qui porte quotidiennement haut et défend fort la marque Ford. Donc c'est une entité économique réellement importante et un acteur significatif sur le marché français. Vous aviez raison de le dire, avec une présence en France en réalité déjà depuis 1910 et la marque a réellement, avec un importateur à l'origine, une filiale française depuis 1916, donc plus d'un siècle maintenant de présence. Et alors il se trouve qu'en Russie, on va parler de la Russie puisque c'est l'actualité chaude pour votre groupe également, c'est depuis 1907 et le groupe Ford n'a jamais quitté la Russie, y compris pendant l'URSS, mais précisément votre groupe, le siège de Détroit, annonçait hier qu'il suspendait ses opérations en Russie comme d'autres groupes automobiles. Alors, est-ce que c'est par crainte des sanctions, d'être une victime collatérale des sanctions prises par les États à l'encontre de la Russie, ou bien est-ce une décision volontaire que vous prenez? Alors, c'est une décision volontaire. Alors, tout d'abord, économiquement, on avait réduit nos activités en Russie déjà depuis 2019. On avait arrêté de produire un certain nombre de véhicules. Vous avez 4 sites industriels, l'un a fermé, deux ont été mis en vente. Tout à fait, on n'en a plus qu'un aujourd'hui, qui est un site industriel qui produit des véhicules utilitaires. Et donc, dans le cadre de cette crise ukrainienne, on a décidé, et là c'est réellement plus par soutien pour la population ukrainienne, d'arrêter, de suspendre nos activités. Donc c'est une joint venture qu'on a là-bas, ça s'appelle Ford Solers, ou Solers donc est l'acteur russe. Et l'industriel qui fabrique les véhicules. Qui est majoritaire, et donc on a suspendu nos activités jusqu'à nouvel ordre. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que l'usine est mise à l'arrêt, les salariés au chômage partiel? Ça veut dire que l'usine est mise à l'arrêt, effectivement, elle ne produit plus de véhicules, on arrête nous d'approvisionner l'usine en pièces qui vont servir à assembler ces véhicules, et ensuite, évidemment, en fonction de l'évolution de la situation, on prendra les décisions qui s'imposent. Le fait est qu'aujourd'hui que Ford est réellement très préoccupé par cette invasion de l'Ukraine. On soutient la population ukrainienne. On a versé un fonds d'aide humanitaire, $100 000 justement pour venir en soutien aux réfugiés et aux délocalisés ukrainiens. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et c'est dans ce cadre-là que nous avons pris cette décision. J'imagine que vous avez analysé le train de sanctions qui a été pris depuis une semaine par les États occidentaux à l'égard de la Russie. On a beaucoup parlé de l'aéronautique avec cette interdiction faite de commercialiser des pièces détachées, avec cette idée qu'il s'agit de clouer au sol l'aviation russe. Qu'en est-il exactement de l'automobile? Est-ce qu'il y a ce même genre d'interdictions qui sont prises pour les pièces détachées, l'entretien des véhicules ou les véhicules neufs également? Alors, au niveau des véhicules neufs, donc on a arrêté effectivement la partie importation-exportation, on va dire, vers la Russie. Au niveau des pièces détachées, évidemment, l'importateur, lui, a son stock de pièces détachées. Donc, mais vous avez encore le droit de commercer. Il continue son activité. On pourrait encore commercer, évidemment, et envoyer des pièces détachées. Après, je dirais, là, c'est toujours la difficulté vient plus sur la décision de laisser l'utilisateur à pied, et l'utilisateur est un Russe qui, lui, a peut-être pas demandé de participer à cette guerre. Donc, pour l'instant, on en est là. On verra réellement si le conflit dure ou s'il ne dure pas, et si on va plus loin dans nos décisions au-delà de cette interruption de production. Alors, vous nous avez dit il y a 2 ans, vous aviez pris déjà des décisions importantes de fermeture de sites en Russie. Ça nous rappelle que Ford revient de loin, après une très mauvaise passe au début de la décennie 2010. Ça va mieux aujourd'hui pour le groupe Ford à l'échelle internationale, malgré un contexte quand même compliqué pour l'automobile, entre la transition énergétique, le poids des normes écologiques. Vous avez pris 2 décisions assez radicales. D'abord, vous misez très gros sur le bioéthanol, le fameux E85 qui marche si bien, alors que la plupart des carburants sont à 1,70, parfois 2 euros. Lui, il est à 70 centimes le litre. C'est quoi la stratégie de Ford avec ce E85 ? Alors effectivement, je pense qu'il convient de recontextualiser les choses et peut-être de les mettre en ordre. Donc, Ford a mis en place un plan stratégique il y a maintenant une petite année de cela, qui a fondamentalement 3 piliers. Le premier est de devenir un leader de la révolution électrique. Et donc, on a déjà des points de preuve avec une électrification massive de notre gamme depuis 2017. Et l'année dernière, plus d'1 véhicule Ford vendu sur 2 en France était un véhicule électrifié.
Le deuxième pilier de cette stratégie est d'être un leader ou un acteur majeur de la transition écologique. On voit bien que le dérèglement climatique est un vrai problème et Ford veut réellement jouer un rôle là-dedans, un rôle d'acteur. Comme tous les constructeurs, j'ai envie de vous dire, hein, très concrètement. Oui, alors... On s'est engagé, nous, c'est vraiment pas une décision là de dernière minute. On a été le premier constructeur américain, par exemple, à soutenir les accords de Paris. On a souscrit au plan Fit for 55, donc avec une très forte réduction des émissions de CO2. Donc c'est le plan européen de réduction des émissions de CO2, oui. Et donc dans ce cadre-là, on a réellement créé une route avec un certain nombre d'étapes, dont cette électrification massive, une production propre. Le troisième pilier de cette stratégie est un pilier qui met réellement le client au centre de la stratégie, un pilier que j'appellerais de bienveillance. Et donc, dans ce cadre-là, hier, on a annoncé effectivement le spin-off, la séparation, si vous voulez, ou la création de deux entités. Une entité qui s'appelle Ford Model I, un peu par clin d'œil à la Model T, évidemment. Donc, Ford électrique. C'est le Ford électrique. Et Ford Blue, qui est le Ford à moteur à combustion conventionnelle. Alors je vous le disais tout à l'heure en antenne, ça rappelle un peu ce projet qu'il y avait pour EDF de séparation du nucléaire jugé, alors qui à l'époque était jugé trop cher, et d'un EDF vert. Vous faites un petit peu la même chose, cette séparation. En fait, ce qu'on veut avec Ford Blue et Ford Model I, c'est avoir réellement des équipes qui sont concentrées, focusées à fond sur un domaine d'activité bien précis pour avoir des véhicules qui sont les plus efficaces. Et pour revenir à votre question sur le E85, c'est dans ce cadre-là, pour faire cette transition, et on voit bien en Europe que Ford Model I deviendra prépondérant avant peut-être la présence au niveau mondial de Ford Model I. Et Ford Blue se concentrera plus sur les marchés en voie de développement, les États-Unis, mais à la fin quand même on voit qu'il y a une transition vers Ford Model I. Donc le 85 pour nous est un carburant qui va nous aider dans cette transition écologique, qui s'inscrit en plein dans notre stratégie d'électrification puisqu'on associe l'hybride à l'E85, et également au niveau de la bienveillance, puisqu'aujourd'hui, et on le voit bien en France, le problème des consommateurs est un problème de pouvoir d'achat, un problème de choix souvent, parce qu'on ne sait pas trop quoi choisir. Comme véhicule, on voit bien qu'on ne peut plus prendre un diesel. Là, vous facilitez le choix. Voilà, absolument. Un certain nombre a encore besoin d'utiliser son véhicule au quotidien, et aujourd'hui où l'essence est réellement devenue plus chère, eh bien clairement, le bioéthanol associé à l'hybride, c'est une solution qui est bonne pour le portefeuille, qui est meilleure pour le climat, extrêmement facile à utiliser puisque nos véhicules sont flexi-fuel. Donc, quand bien même vous ne trouveriez pas de pompe, vous pouvez toujours mettre du samplon 95 si besoin était. Et puis, il y a en plus l'avantage d'avoir la garantie constructeur puisque les véhicules sont transformés, préparés pour être adaptés au bioéthanol en usine. Merci Louis-Carl Vignon d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Ford France. Excellente journée à vous.